Salut mes amis et bienvenue chez Minder Cash Café du dimanche et aujourd'hui nous parlons de l'immobilier. Je sais que c'est le sujet qui vous intéresse beaucoup, surtout après les législatives 2024. La semaine dernière nous avons parlé des placements, de l'avenir de nos investisseurs français. Qu'est-ce qui va se passer avec nos investissements après les législatives 2024? C'est la vraie question à se poser en ce moment. Et aujourd'hui le focus sera l'immobilier. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des placements immobiliers, physiques ou papier et nous allons voir quels sont les différents programmes des différents élus qui n'arrivent pas à se mettre d'accord par rapport aux différentes mesures qu'ils vont mettre en place ou pas dans l'avenir proche. Comment ça va affecter nous, les investisseurs, à court, à moyen et plutôt à long terme. Et d'ailleurs, mes amis, la semaine dernière, je vous ai probablement fait peur avec mes pronostics, avec mes analyses. Aujourd'hui, ça ne sera pas forcément le cas parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, même dans les programmes de gauche. Il y a des bonnes nouvelles pour les investisseurs. Oui, vous m'avez bien entendu. J'essaie toujours de rester pragmatique, j'essaie d'analyser ce qu'on nous propose et s'adapter à l'environnement dans lequel nous opérons en termes d'investissement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la matière pour cette analyse. Avant de commencer cette vidéo, mes amis, n'oubliez pas de mettre un like, c'est super important, surtout si vous adorez l'immobilier, pour me motiver de faire de plus en plus de vidéos concernant les investissements immobiliers. N'oubliez pas de faire cette geste de gentillesse. Pour vous, ça coûte rien, pour moi, c'est très important. Partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Mind Your Cash, c'est pas que YouTube, c'est également la chaîne Telegram et les différents clubs d'investissement que je propose, notamment Club Mind Your Cash Patrimoine et Club Option Invest. Je voudrais commencer cette vidéo par une excuse parce que le site mindercash.fr depuis plusieurs jours était en panne. J'espère que ce week-end sera rétabli. Ça arrive, même chez Microsoft, même chez CrowdStrike, ça arrive. Chez Mindercash, malheureusement, ça arrive aussi de temps en temps. J'espère que ce n'est pas trop souvent. Deuxième question que je voudrais vous poser dans les commentaires, c'est les sondages que je lançais sur Telegram et sur YouTube. Concernant le Club Mindercash Patrimoine, je voudrais établir un outil afin d'avoir plus de contact avec la communauté, afin d'avoir plus d'échanges structurés et j'hésite entre différents outils. Et j'aimerais bien partager avec vous les idées que j'ai en tête, soit mettre en place le Discord qui permet de gérer les fils de discussion par thématique, ce qui est très intéressant, ou bien revenir à un bon vieux Facebook. L'avantage de Facebook, évidemment, c'est que la plupart des personnes l'ont, et l'inconvénient du Discord, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, donc du coup, il faudra malheureusement installer ce nouveau outil pour accéder aux informations que je diffuse. Dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez, Discord ou Facebook, et en fonction de ça, je vais prendre cette décision. Maintenant, nous passons directement au sujet principal. Je vais dans cette vidéo les trois programmes parce que vous le savez très bien, j'imagine, c'est difficile de ne pas le savoir, sauf si vous habitez dans un désert. C'est que trois partis aujourd'hui dominent l'Assemblée nationale, les partis avec des points de vue opposés. C'est le Nouveau Front Populaire qui est composé des différents partis qui n'ont rien à voir. Globalement les partis de gauche majoritairement bien sûr, et le groupe Ensemble, celui de Emmanuel Macron et des différents partis plus petits, et le troisième groupe parlementaire le plus important, c'est le Rassemblement National, ex-Front National. Aujourd'hui nous allons voir objectivement qu'est-ce que chaque parti, chaque groupe parlementaire nous propose en termes de réformes pour l'immobilier qui peuvent nous toucher en tant qu'investisseurs. Je vais commencer évidemment par le Nouveau Front Populaire parce qu'ils sont majoritaires, non pas une majorité absolue, mais dans tous les cas, ils ont un programme. Et d'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'étais assez surpris parce que pour tout ce qui concerne l'immobilier, les choses sont plutôt en ligne avec le programme de Parti Socialiste, je dirais. Ça reste bien évidemment le programme de gauche, mais dans tous les cas, on peut en parler sérieusement. Qu'est-ce que le Nouveau Front Populaire propose? Donc là, je vais d'abord lire les principaux points et ensuite je vais vous donner mon avis si tous ces points soient appliqués. Donc le premier point, c'est une garantie universelle de loyer, c'est un ancien sujet qui revient de temps en temps sur la table. Ensuite, l'augmentation des APL, les prêts à taux zéro pour les primo-accédants. Troisième point, l'encadrement de loyer et des prix du foncier dans les zones tendues. Les sanctions à l'encontre des communes ne respectant pas les quotas de logements sociaux. NFP envisage également d'abroger la loi anti-squat. Là, on va s'arrêter en particulier sur ce point. Voilà, ça, ce sont les principaux points que je voudrais citer dans cette vidéo et qui nous concernent le plus selon moi. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres points qu'il faudrait prendre en compte également. Je vais commencer par la garantie universelle des loyers. Ça peut paraître super intéressant et presque une bonne nouvelle si vous êtes un bailleur, si vous avez un logement en location. Cette mesure peut paraître effectivement un petit peu gagnant-gagnant entre l'État et les investisseurs. En gros,
l'État va se substituer d'une société d'assurance qui va garantir globalement tous les loyers. Garantir, cela veut dire quoi? Garantir, cela veut dire qu'il va apporter des fonds quand le locataire ne paye pas, bien évidemment. D'où peuvent venir ces fonds? Ça, ce sont des vraies questions à se poser, parce que chaque fois qu'on nous propose quelque chose de très beau, ce qui peut paraître très beau, il faut tout de suite penser comment ça va être financé. Les recettes principales de l'État, ce sont des impôts, et les impôts qui vont être payés par qui? Par nous, par les entreprises. Grosso modo, ils vont quelque part créer plus de fiscalité pour apporter des différentes mesures soit de relance, soit les mesures de soutien. Ici, il s'agit plus de mesures de soutien des locataires. Mais en contrepartie, par contre, vous pouvez effectivement sacrifier la rentabilité de votre placement immobilier si votre placement devient sans risque. Parce qu'évidemment, si l'État apporte sa garantie, dans ce cas-là, ça devient pratiquement un placement sans risque. Et on peut dire que l'investissement immobilier est davantage plus attractif. Mais attention, mes amis, les choses comme ça, les choses un petit peu démagogiques, je considère cette mesure assez démagogique parce que l'État, encore une fois, veut se substituer au marché, au monsieur marché, selon Benjamin Graham, ou à la main invisible du marché, selon Adam Smith. C'est une forme d'abandon du capitalisme où nous quittons le marché qui s'autorégule. Dans ce cas-là, imaginez si vous êtes un propriétaire, vous allez louer aujourd'hui votre appartement en locataire, vous allez faire quoi? Vous allez recevoir les différents dossiers, regarder qui gagne le plus, qui est le plus fiable, qui a une meilleure historique de location avec les autres propriétaires, et après vous allez faire un choix. Si cette mesure est appliquée, dans ce cas-là, vous allez être certainement beaucoup moins restrictif. Vous allez dire, de toute manière, si la personne ne gagne pas beaucoup, si elle ne va pas payer, je vais faire jouer cette fameuse garantie universelle des loyers et le problème est réglé. Dans ce cas-là, je peux théoriquement louer mon appartement à n'importe qui, avec n'importe quel profil et avec n'importe quel salaire. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux, bien évidemment, parce que ça crée une situation où le marché devient complètement inefficient. Dans ce cas-là, tout le monde va pouvoir accéder à ces appartements et la quantité des impayés va tout simplement exploser. Si la quantité des impayés va exploser, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, l'État devra payer beaucoup plus pour faire face à ces engagements de l'assurance des loyers impayés à laquelle il s'est substitué, afin de rembourser en gros tous ces impayés. Ça, c'est le premier point qui peut paraître positif pour un investisseur, mais très négatif à long terme pour l'État, parce que l'État, évidemment, va dépenser beaucoup plus. Mais il y a une autre face cachée de cette mesure, c'est que pour financer cette garantie universelle, comme je viens de vous dire, il y aura des nouveaux impôts, et ces impôts vont être payés par qui? J'imagine qu'ils vont être payés par ces mêmes propriétaires. Donc, grosso modo, sous une forme des impôts, nous allons créer un pot commun où nous allons mettre de l'argent et cet argent va être utilisé pour financer les impayés qui seront de plus en plus communs en France parce que personne ne va plus contrôler les dossiers de locataires. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait classique pour les mesures populistes. C'est une mesure populiste. Vous voyez comment il faut toujours décortiquer les mesures populistes. Deuxième point, augmentation des APL, prêts à taux zéro pour les étudiants. Encore une fois, c'est une mesure pas populiste cette fois, mais c'est une mesure pour laquelle il faut avoir de financement. Le financement, on n'a pas, parce que nous avons vu que la France a été sanctionnée par la Commission européenne, il a été sanctionné par les agences de notation pour la dette excessive, pour financer ce genre de mesures qui ne sont pas mauvaises. Je n'ai rien contre les APL et je n'ai rien contre le prêt à taux zéro pour les étudiants, surtout. Mais par contre, on n'a pas d'argent pour le faire. Ensuite, le troisième point, encadrement de loyer et des prix fonciers dans les zones tendues. Ça rejoint plus ou moins le premier point. Encore une fois, c'est un abandon du capitalisme, c'est un abandon du marché efficient. L'État se substitue au monsieur marché et à la main invisible du marché, cette fois pour fixer les prix. Dans la première mesure, il s'est substitué afin d'apporter les garanties des impayés. Cette fois, elle se substitue pour fixer le prix, combien coûte réellement le mètre carré dans un tel et tel endroit. Évidemment, cette mesure, elle est purement populiste. Cette mesure, généralement, elle est destructive pour attirer le financement dans le secteur de l'immobilier, à la fois pour la construction, pour la location et
ça va diminuer la fluidité du marché immobilier. Cette mesure, elle a déjà été partiellement mise en place dans les différentes villes, notamment à Paris. Jamais il a eu vraiment du succès, jamais il a apporté de l'argent à l'État, mais dans tous les cas, il revient toujours sur la table parce que, justement, il a de la gueule, ça fait du populisme, ça fait du buzz et ça plaît à des personnes qui ne font pas l'analyse que nous essayons de faire dans cette vidéo. Ensuite, quatrième mesure, les sanctions à l'encontre des communes ne respectant pas les quotas de logements sociaux seront renforcées. Ça, c'est un sujet, je dirais, social. C'est pas tellement par rapport aux investissements immobiliers, c'est plus par rapport à des rapports entre les collectivités locales, les communes et l'État. Parce qu'on sait très bien que certaines villes, généralement les villes très aisées, elles ne respectent pas les quotas pour ne pas créer de logement social. Parce que le logement social, vous voyez toutes les polémiques autour de ce sujet. Ensuite, et la quatrième ou la cinquième mesure, ce qui est très très intéressant et qui a fait beaucoup parler d'elle pendant les élections, pendant les débats et les préélectoraux, c'est l'abrogation de la loi anti-squat. C'est quoi cette loi anti-squat? C'est la loi qui a été passée en mi-2023 par le gouvernement évidemment d'Emmanuel Macron, qui durcit les sanctions en cas de squat de logement. Avant, les sanctions étaient d'ailleurs assez faibles, on va dire, et maintenant on peut risquer d'une peine pénale de 3 ans de prison et l'amende de 45 000 euros. Il ne faut pas s'imaginer que les personnes qui squattent ont ces 45 000 euros, donc je pense que ça sera plus une formalité, parce que de toute manière, elles vont vite se porter insolvables et ne vont pas payer cette somme. Mais par contre, le fait de pouvoir aller en prison suite en squat, ça peut remettre en cause le business plan des squatteurs. Avant, juste pour votre information, c'était 1 an et 15 000 euros d'amende. Donc 15 000 euros de toute manière, ils ne vont pas payer parce qu'ils ne l'ont pas non plus. Bon, ils n'ont pas non plus officiellement, peut-être long, mais ils n'ont pas sur le compte bancaire. Mais dans tous les cas, c'était beaucoup moins strict qu'avant. Ça, c'est une polémique énorme parce que la gauche se fait rapprocher qu'elle est en train de légaliser le squat. C'est pas faux, parce qu'on peut arriver tout à fait dans la même situation qu'en Espagne. Si vous n'êtes pas au courant qu'en Espagne, les squatteurs, c'est un véritable problème. C'est pour ça que c'est un des majeurs freins d'investir en Espagne, parce que les lois sont faites de telle manière qu'il est très difficile de faire sortir les squatteurs des appartements. Et justement, ce sont les idées comme ça qui sont menées vers la situation que les Espagnols vivent aujourd'hui quand ils se retrouvent que leur appartement ou leur maison est occupée par les squatteurs. En revenant des vacances, ils ne peuvent pas les faire sortir pendant des années. Après, il y a des agences qui sont spécialisées pour dégager les squatteurs. C'est quand même, ça coûte de l'argent, ça prend énormément de temps. Et en plus, vous êtes obligé de payer même l'électricité, l'eau pour les personnes qui squattent. Ça vous met dans une situation vraiment mal à l'aise. Et avec des mesures que propose le nouveau Front Populaire, là sur le coup c'est une mesure sans doute LFI, qu'on peut se retrouver dans cette situation similaire en France malheureusement, et j'espère qu'on ne va pas emprunter ce chemin. Et dans les débats politiques, la NFP et la LFI, vous savez, parfois je mélange les deux, mais quand je parle de la NFP, je sous-entends bien évidemment la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Donc on commence à leur poser les questions sur cette mesure. Ils passent tout de suite au sujet de la protection ou du soutien des locataires qui payent leur loyer, qui ont le contrat, qui occupent officiellement le logement. Je ne comprends pas pourquoi ils changent immédiatement le sujet. Visiblement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Ce n'est pas du tout évidemment le même sujet. Les personnes qui occupent légalement votre appartement, c'est une chose. Je ne suis pas contre de les protéger, et surtout si l'impayé n'est pas dû à une mauvaise foi. Donc si la personne a perdu le travail, s'il a des enfants, c'est une personne seule par exemple, je suis absolument d'accord qu'on ne peut pas la jeter dans la rue. Il faut trouver des mesures, notamment en négociant avec l'État, avec les services sociaux, pour maintenir la personne dans ce logement, mais ça n'a rien à voir avec le sujet des squatteurs, ça c'est évidemment. Mais ce que je voudrais dire par rapport à cette cinquième mesure de abrogation de la loi anti-squat, finalement, on n'aura pas ce problème. Parce que si jamais la garantie universelle du loyer est appliquée, les squatteurs peuvent avoir le contrat de location sans aucun problème. Parce que de toute manière, c'est l'État qui va payer et eux, ils ne vont pas payer dès le 2e mois. J'imagine que c'est comme ça que ça va fonctionner si jamais l'ensemble du programme de la NFP soit appliqué. Voilà, donc ça c'est tout pour la gauche. Donc pour résumer, il y a des choses positives pour le locataire si on était dans une position vraiment cynique.
et penser que du court terme, moyen terme, que de notre poche pour empocher les loyers avec minimum de risque, c'est pas trop mal. Finalement, c'est pas trop mal parce que ils ne sont pas encore très clairs comment ils vont taxer les propriétaires. Ils vont taxer tout le monde, ils vont taxer le travail, ils vont taxer les salaires, mais pour les proprios, peut-être j'ai raté quelque chose, dites-moi dans les commentaires, mais je n'ai pas vu de nouveaux impôts qui étaient intégrés dans leur programme économique, mais j'imagine que ça ne va pas se laisser attendre très longtemps. Mais si on reste avec leur programme actuel par rapport aux impôts, ça donne un certain avantage paradoxalement aux investisseurs immobiliers parce qu'en gros, ça vous diminue énormément les risques. Donc maintenant, vous pouvez effectivement prendre n'importe quel locataire, juste en espérant qu'il ne va pas casser votre appartement et profiter de ces garanties universelles. Garantie universelle que moi je trouve la plus positive pour les bailleurs. Voilà. Mais à plus long terme, il faut quand même être plus raisonnable. Donc il faut vraiment, à mon avis, adopter cette logique qu'ont les Suisses et que malheureusement on n'a pas souvent en France. C'est la logique de la responsabilité. Parce que, ok, on vous offre ça. Imaginons que même s'ils ne touchent pas les impôts, ils vous offrent justement une garantie universelle. Ça fait un petit peu un grand cadeau de l'État. Beaucoup de bailleurs seront contents, mais finalement, c'est pas le bon chemin. Donc soit on est dans un mode capitaliste, soit on est dans un mode communiste, si vous voulez. Si on reste dans un mode capitaliste, dans ce cas-là, ce n'est pas logique. Parce que le marché, du coup, ne devient plus efficient parce que les bailleurs ne feront plus le travail pertinent d'analyse des dossiers de locataires. Les locataires, de leur côté, essayent aussi de se comporter de manière civilisée et de prendre soin de son logement, présenter les dossiers fiables, chercher du travail, notamment. Il y aura moins d'intérêt de chercher du travail si vous pouvez, en gros, louer pratiquement sans payer quoi qu'il le soit. Parce qu'évidemment, de toute manière, si c'est l'État qui paye pour vous par le biais de cette garantie universelle, bah, vous n'avez pas de dépenses du loyer. Donc, ça veut dire que peut-être vous pouvez ne pas travailler, finalement. Pourquoi pas? Bon. Vous voyez la logique? Dites-moi dans les commentaires si je vois pas quelque chose. Peut-être ma réflexion, elle est un petit peu simpliste aussi, pourquoi pas. Mais pour moi, ça me paraît vraiment largement trop populiste pour être vrai. Et globalement, nous revenons à cet esprit d'assistanat qui est bien présent déjà en France, qu'à mon avis, il faut surtout changer, il faut lutter contre cette philosophie de vie. Pratiquement l'ensemble de ces mesures, elles ne font que stimuler cette manque d'envie, d'activité, manque d'envie de créer quelque chose, de travailler et de créer de la valeur ajoutée. Maintenant, je vais regarder le programme de l'ensemble, ceux de Emmanuel Macron et ses alliés. Ici, il n'y a pas grand-chose de nouveau, on connaît tout ça, hein, c'est le soutien à la propriété et rénovation énergétique, donc tout ce qui est passoire thermique, tout ce qui est le logement vert pour appliquer les dernières normes. Ça, c'est un gros problème pour les investisseurs immobiliers, les bailleurs comme moi. Je ne loue pas les logements, les passoires thermiques, ce qu'on appelle, mais dans tous les cas, les normes deviennent de plus en plus strictes et ça vous impose de faire des travaux d'isolation. Moi, je suis un petit peu parano de ce point de vue-là et j'essaie déjà à l'achat, je vérifie évidemment, bien évidemment, le niveau d'isolation et je n'hésite pas de faire l'isolation dès que je commence à douter qu'elle est suffisante. Notamment quand on a des ponts thermiques, quand on a de l'humidité dans l'appartement, ça, ce sont des signaux qu'il y a des problèmes d'isolation dans le logement. Et finalement, si vous savez faire l'isolation par intérieur, c'est pas un si gros budget. On peut s'en sortir pour un appartement de 3 pièces assez facilement, je dirais, à 3 000 €. Donc, c'est quand même un budget, mais c'est quand même une somme abordable. Après, si vous passez par une rénovation plus globale en faisant une isolation par extérieur, dans ce cas-là, effectivement, ça peut devenir assez coûteux et peut rogner sur votre rentabilité. Mais dans tous les cas, contrairement, vous voyez, à ce que propose la gauche, ici, peut-être, ça ne va pas en ma faveur, mais par contre, à long terme, et même à moyen terme, ça va dans le bon sens. Ça va pour l'améliorer, le logement. Après, les frais d'isolation sont souvent déductibles, mais après, c'est l'ouvrage qui change de temps en temps. Mais on a des bonnes chances de demander les réductions d'imposition suite aux travaux de rénovation énergétique. Il y a un soutien de l'État, grosso modo, pour ce type de travaux. Et de toute manière, ça fait attirer le capital afin de moderniser et améliorer la qualité des logements, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien évidemment. Ensuite, le deuxième point, c'est exonération des frais de notaire pour les primo-accédants aux revenus modestes. Ça, je trouve que c'est une bonne mesure. Ça rejoint un petit peu une troisième mesure de NFP qui parle de l'augmentation des APL et des prêts à taux zéro pour les primo-accédants.
Bon, je pense que c'est un petit peu dans le même esprit, sauf que c'est vrai que les frais de notaire, c'est plus réaliste, parce qu'il ne faut pas les financer nécessairement directement depuis l'État, mais surtout, on peut jouer sur les taxes de mutation, parce que les frais de notaire, je pense que vous savez que c'est principalement des taxes, notamment la taxe de mutation des biens immobiliers, et on peut tout simplement baisser cette taxe afin d'attirer plus de personnes à acheter de nouveaux logements. Vous voyez, cette mesure, elle est un peu plus intelligente dans le sens où si effectivement on va perdre certaines recettes sur cette taxe de mutation immobilier pour le budget français, mais en tout cas, on peut facilement et légitimement anticiper qu'il y aura plus du monde qui vont acheter des biens immobiliers. Et quand on achète des biens immobiliers, il y a plein de dépenses qui viennent après. C'est les dépenses d'installation, d'ameublement, de petits travaux, de tout un tas de choses. Et ça va créer des recettes supplémentaires de l'État qui peuvent naturellement financer cette manque à gagner qu'on va perdre suite à la baisse ou à la suppression de cette taxe pour les certaines catégories de la population. Troisième point, mise en place d'un abattement de 150 000 € sur les droits de donation et de succession entre parents et enfants et de 100 000 € entre grands-parents et petits-enfants. Ici, je suis plus à gauche que l'ensemble et que la droite, surtout parce que je suis pour la taxation des donations, pour tout ce qui est héritage. Je trouve que là, on peut taxer assez fortement les contribuables français. Parce que ce n'est pas l'argent que vous avez gagné en créant quelque chose ou en travaillant. Ici, par contre, il y a un gros problème, c'est que les personnes qui héritent, par exemple, une grande maison, ils n'ont pas suffisamment de cash, de liquidité pour payer justement cette taxe qu'on appelle le droit de succession. C'est un véritable problème de trésorerie et je dirais plus qu'au lieu de baisser ces droits de succession, je dirais qu'il faudrait mettre en place des financements peut-être privilégiés pour qu'on puisse financer cette manque de trésorerie pour des personnes qui se sont retrouvées dans ces situations quand ils ne gagnent pas assez, ils n'ont pas suffisamment de trésorerie pour payer les droits de succession. Ils sont obligés de vendre en vitesse, de vendre en stress les biens immobiliers. Ce qui crée aussi une dénormalisation sur ce marché. Je pense que c'est plutôt là où il faut se concentrer. Comment, on va dire, combler ce gap de liquidité chez les ménages qui n'ont pas suffisamment d'épargne, plutôt que de supprimer ce poste de recettes pour l'État. Voilà, et le dernier point que je notais, c'est que la majorité sortante souhaite également de créer un fonds pour la rénovation énergétique. Mais tout ça, encore une fois, c'est un petit peu comme la NFP, créer un fonds de la rénovation. C'est quoi ce fonds? Ça va venir d'où? Ça va venir de l'argent que nous n'avons pas. Ici, visiblement, elles veulent quand même faire quelque chose. Ils sont très axés sur l'énergie verte, sur la rénovation, sur l'efficacité énergétique des logements. C'est une bonne chose, mais là-dessus, je suis un peu plus à droite parce que je pense qu'il faut plutôt se tourner vers le nucléaire, en tout cas à court terme. Il faudra peut-être faire quelques assouplissements et allègements sur toutes ces normes énergétiques. Je sais qu'il y a l'écologie, je sais qu'il y a le réchauffement climatique, je suis sensible à tous ces sujets, mais aujourd'hui, nous avons des vrais problèmes sociétaux de l'accès au logement. Et on ne peut pas les résoudre par les économies de l'énergie. Il faut d'abord loger les gens correctement. Et après, on va parler de l'énergie. Moi, je suis plus dans cet esprit-là. Et troisièmement, le programme de Rassemblement national. Donc, il y a aussi 3 points que je notais. Le premier, c'est la relance de la construction de logements neufs. C'est un objectif de 100 000 nouveaux logements par an, dont 20 000 dédiés aux étudiants. Encore une fois, relancer avec quel argent? C'est un petit peu la même mesure comme chez NFP, comme chez Ensemble. Dès qu'il s'agit de relancer quelque chose, créer un fonds commun, créer un programme de relance, c'est un budget. C'est un budget que nous n'avons pas et nous sommes sanctionnés par la Commission européenne et par les agences de notation. On ne peut plus emprunter. Il faut qu'on trouve d'autres sources de revenus et où les trouver, Rassemblement national, comme d'habitude, ne le précise pas. Deuxième point, assouplir les normes énergétiques et revenir sur l'interdiction de location des passoires thermiques. Là, ils vont en chouïa plus loin que moi tout à l'heure, mais c'est plus ou moins dans le même sens. Là, je suis d'accord là-dessus. Parce que l'assouplissement des normes énergétiques, ça devrait faciliter quand même l'accès au logement pour certaines personnes. Parce que vous voyez, c'est un petit peu subtil et délicat comme question. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit logé
ou même si les conditions thermiques peut-être n'est pas optimales, ou bien on ne soit pas logé du tout. C'est plutôt ça la question aujourd'hui qui se pose parce que le marché aussi il est quand même assez bloqué. Le Rassemblement national dit qu'il vaut mieux être logé, ce que je trouve cohérent, en tout cas par rapport à ma logique. Les autres ils disent que non, il vaut mieux d'abord rénover, faire payer le bailleur pour les rénovations qu'après les loger. Mais la réalité est telle que les bailleurs, après les gros travaux de rénovation qui sont coûteux, ils vont être très exigeants au niveau de dossiers et donc du coup ils vont renoncer les dossiers, on va dire, compliqués, les dossiers qui sont limites au niveau des revenus et ça va créer encore une fois les difficultés pour l'accès au logement. Donc là, sur ce point, je suis d'accord avec la proposition de Rassemblement national, peut-être sauf l'allocation des passoires thermiques, parce que passoire thermique c'est quand même déjà un cas extrême. Après, ça dépend où est-ce qu'on met le seuil d'une passoire thermique, parce que ça, c'est juste en termes marketing. Si on met ce seuil suffisamment bas, et en fonction aussi de la région, si vous habitez dans une passoire thermique à Marseille, c'est pas la même chose que si vous habitez dans l'est de la France, là où il fait très froid à l'hiver, c'est pas pareil. Donc là, je pense qu'il faudrait un petit peu regarder plus en détail comment exactement on définit qu'est-ce que c'est le passoire thermique, qu'est-ce qu'il n'est pas. Ensuite, troisième point, le Rassemblement national veut également exonérer les donations des parents et des grands-parents à leurs enfants et les petits-enfants jusqu'à 100 000 € par descendant. Mais là, grosso modo, c'est presque la même mesure comme l'équipe de Macron en termes de donations, sauf que les modalités ne sont pas les mêmes, l'esprit le même. Donc en gros, moins taxer les héritages. Donc ça, c'est évidemment, si vous êtes conservateur, bon évidemment, Rassemblement national, c'est un parti conservateur, vous êtes pro quelque part héritage, pro immobilier, on va dire, dans le sens un petit peu à l'ancienne, et ça s'inscrit un petit peu dans cette logique. Moi, je ne suis pas d'accord. Comme je vous ai dit, que je suis beaucoup plus à gauche en ce qui concerne les droits de succession, et je ne suis pas d'accord ni avec le Rassemblement national, ni avec l'ensemble. Voilà, mes amis, en gros, c'est pour ces trois partis. Je ne parle pas des Républicains, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends plus vraiment ce que représente ce parti, et ils sont très petits pour appliquer leur programme de toute manière. Je vais vous apporter quelques pensées, quelques idées purement subjectives j'ai en tant qu'investisseur immobilier. Comme vous le savez, et surtout ceux qui font partie de mon club Minder Cash Patrimoine, j'ai déjà présenté mon patrimoine immobilier. Et quel est mon ressenti? Il n'y a pas de panique. Franchement, sur l'immobilier, pour moi, il n'y a pas de panique, le temps qu'on ne connaît pas quelles seront les nouvelles taxes qu'on va nous appliquer sur les recettes immobilières. Recettes immobilières, il y en a deux types, si vous voulez. C'est les revenus BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux pour ceux qui font LMNP, ce que je conseille largement si vous pouvez le faire, et les revenus fonciers. Les revenus fonciers sont souvent taxés de manière beaucoup plus importante que les BIC. Les BIC, en gros, vous faites le bilan et vous êtes taxé uniquement sur le résultat, et dans ce bilan, vous tenez compte des amortissements de votre bien immobilier comme une charge fantôme. Ça vous diminue la fiscalité pendant des longues années. Pendant des longues années, vous pouvez payer zéro impôt. C'est ce que je fais. Moi j'ai LMNP aussi, j'ai 2 appartements en LMNP et je n'ai même pas commencé à payer les impôts, sachant que le premier appartement j'ai acheté en 2009. 2009, et pour l'instant je ne payais pas un centime pour cette LMNP. Et voilà, donc ça c'est clairement, si vous n'avez pas fait une LMNP, si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est là où je vous conseille de regarder, au moins de se renseigner. Pour tout ce qui est revenus fonciers, ça il faut voir. Pour l'instant, je ne vois pas des nouveaux impôts créés ou proposés pour taxer encore plus les bailleurs. Je pense que ça va arriver de toute manière, surtout si NFP prend les rênes du pouvoir, ça va sans doute arriver. Mais dans tous les cas, pour l'instant, ça reste comme ça a été. Donc après, ils ont promis d'augmenter d'autres impôts, notamment les impôts sur le revenu, mais ce ne sont pas les impôts spécifiques aux revenus locatifs. Pour le moment, dans aucun des 3 partis, je ne vois pas une guerre déclarée contre les bailleurs. Peut-être elle sera déclarée par la gauche, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires, mes amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes confiant d'investir dans l'immobilier français? Et on pourra avoir cette discussion dans les commentaires à cette vidéo. Concernant les autres aspects d'investissement immobilier, c'est les prix, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter? C'est une question très complexe, c'est une question qui est très corrélée à la croissance et au niveau des taux. Aujourd'hui, les taux sont hauts
il rebaisse, mais il reste quand même beaucoup plus haut que les taux auxquels on était habitué pendant les dernières décennies. Mais la tendance des taux dépend maintenant des pays où nous vivons, quelque part une déglobalisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les taux dans la plupart des pays développés sont en train de baisser, mais ça dépend vraiment de la situation dans ce pays concret. Par exemple, si on prend la France, aujourd'hui il y a une incertitude, les taux restent plus ou moins proches aux taux allemands, il y a toujours un écart classique. Les taux français sont toujours légèrement supérieurs aux taux allemands, mais cet écart peut augmenter si jamais nous rentrons dans une situation d'une crise politique. Évidemment, les investisseurs ne vont plus être confiants, la dette française peut être attaquée sur le marché. Si la dette française est attaquée sur le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux vont remonter. Le taux à 10 ans, si le taux à 10 ans remonte, dans ce cas-là, les taux immobiliers vont automatiquement remonter. Et ça va coincer à nouveau le marché immobilier. Donc de ce point de vue-là, on est beaucoup plus dans l'aspect boursier quelque part, parce que dès qu'on parle de l'immobilier, on parle automatiquement des taux. Et aujourd'hui, en France, on est dans une situation où on ne peut pas se mettre d'accord même sur la personne qui va présider l'Assemblée nationale, sans parler du Premier ministre. On a vraiment un gros flux politique. Peut-être que ça va se résoudre, peut-être on va trouver des compromis, peut-être pas. Peut-être que ça va rentrer complètement dans un autre niveau d'incertitude. Et c'est un peu difficile d'en parler. On peut émettre de différents scénarios, être soit alarmiste, soit trop optimiste. Pour faire beaucoup de vues, beaucoup de likes sur YouTube, il faut être négatif et pessimiste. J'essaie d'être objectif. J'étais assez négatif dans ma précédente vidéo quand on avait parlé des placements, parce que si vous avez beaucoup de placements, effectivement, et si l'extrême gauche prend le pouvoir, dans ce cas-là, vous allez être visé, sans aucun doute. Si vous avez de l'immobilier physique, je ne comprends pas comment ils vont mettre en place leurs mesures. Ils vont forcément créer beaucoup d'aides pour les locataires pauvres, ils vont faire beaucoup d'assistanat, mais est-ce que vous allez être, en tant que bailleur, vous allez être dans le même bateau, dans la même équipe avec eux, ils vont vous proposer des dispositifs dans le cadre desquels vous allez pouvoir participer grosso modo dans ce programme de soutien large du logement en France, le logement locatif, ou pas, ou bien ils vont tout simplement vous couler des impôts sur le dos et vous allez dire que non, c'est plus possible, j'arrête, je tout vends, ça va faire baisser le marché et vous allez partir avec le fric ailleurs, en espérant que Jean-Luc Mélenchon ne va pas mettre en place une exit tax. C'est ça les sujets. Je pense que toujours on sera dans quelque chose au milieu. Donc la vérité va toujours converger vers une médiane. On va essayer de faire coexister en fait les propositions de gauche, propositions de droite. Et parfois ça crée encore plus de dégâts parce que les deux ne vont pas ensemble. On va essayer de satisfaire un petit peu un camp après un autre. Et pour finalement arriver à une certaine usine à gaz, qu'on sait déjà comment ça se passe. Voilà mes amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel est votre avis par rapport à l'immobilier, et j'espère que vous allez rejoindre Mind Your Cash sur Telegram pour nos discussions tout au long de la semaine. Je vous dis à très bientôt, passez un très bon dimanche et Mind Your Cash.